Alors, nous commençons ce symposium par l'intervention alors il y a eu une erreur d'orthographe sur le nom, Samantha Bonnet-Thiaro, hein, c'est bien ça, du ministère de l'Éducation bonsoir, de Polynésie française, Jacques Vernaudon de l'Université de Polynésie française et Isabelle Nocus, ici présente, de l'Université de Nantes. J'ai oublié de dire que les interventions seront à distance, mais elle sera aussi à la fois en présence et en distanciel avec ses collègues du même laboratoire. Tu veux dire quelque chose peut-être sur ce... Oui, juste continuer parce que je ne sais pas si on les verra bien. Donc il y a Charlotte Coudronnière aussi. Ah oui, moi j'allais le présenter au fur et à mesure. Et tu peux peut-être présenter tout le monde. D'accord, ok, puisqu'ils sont tous là. Ok. Voilà, alors nous avons aussi, je ne l'ai pas donc dit, Jacques-Henri Guignard et Anne-Pascale Crèvecoeur de l'Université de Nantes, ainsi que Camille Humeau de l'Université d'Angers et Charlotte Coudronnière que tu as montré ici en rouge, ok, de l'Université de Nantes. Voilà. Bien. Donc, je vais débuter cette présentation générale par un rappel sur les langues en présence dans l'espace de la collectivité française d'outre-mer qu'on appelle la Polynésie française. Donc, c'est un espace qui regroupe aujourd'hui 7 langues polynésiennes. C'est une estimation parce que pour certaines d'entre elles, vous avez des variations dialectales. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Donc, 7 langues qui sont issues du peuplement initial de cette région du Pacifique, avec, pour certaines d'entre elles, une très forte fragmentation entre des variantes dialectales, en particulier dans les îles Tuamotu, également aux îles Marquises. Et donc, ce sont des langues qui sont donc issues du peuplement initial de cette zone il y a à peu près 1000 ans. On peut passer sur la diapositive suivante. Donc, de toutes ces langues, c'est le tahitien qui est la langue polynésienne la plus parlée aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la profondeur historique, disons, grâce au recensement de la population réalisé en 1962, qui indiquait à cette époque que 60% de la population de 15 ans et plus déclarait ne pas savoir lire et écrire en français. Que réciproquement 80% de la population à cette même date déclarait savoir lire et écrire en tahitien. Pour comprendre ce chiffre un peu étonnant, il faut savoir que le tahitien a servi de langue d'évangélisation au cours du 19e siècle, et donc c'est pour cette raison qu'on a à ce moment-là, en 1962, un taux d'alphabétisation qui est assez impressionnant en tahitien, alors que réciproquement les gens déclaraient ne pas savoir lire et écrire en français. Cet équilibre va être bouleversé, si tu veux bien mettre la diapositive suivante, par l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique. Donc c'est le centre qui était chargé de mettre en œuvre les essais nucléaires dans cette zone du Pacifique. Et donc au moment de cette implantation, vous avez une injonction qui vient du plus haut sommet de l'État, qui vise à franciser la population locale, entre autres par l'école, par la télévision, par la radio. Et donc, il y a vraiment une entreprise, disons, très active, visant à faire en sorte que les populations locales parlent le français et réciproquement, à ce moment-là, débutent des interdictions formelles très systématiques de l'usage des langues polynésiennes à l'école. Tu veux bien mettre là. Alors, vous pouvez lire la citation de Gaulle, hein, qui est sans ambiguïté, hein, mais je passe dessus. Voilà. Vous prenez le temps de la lire. Et donc, oui, ça a été trop vite. Non, prenez le temps de la lire, ça vaut le coup quand même. Tu veux la lire, Jacques? Je peux. La Polynésie, c'est 70 000 habitants. Le développement, la formation, la scolarisation, la pratique du français doivent être le corollaire de l'installation du centre. Donc, comprenez le centre d'expérimentation nucléaire, et demeurer après lui. Il faut que les Polynésiens vivent en français avec des nouvelles de Polynésie, de métropole et du monde en français. Il faut qu'ils baignent dans la France. C'est un cadeau que nous leur devons avant, il insiste, les campagnes de tir. Donc, l'illustration de cette politique très offensive en direction du français, c'est par exemple ce témoignage d'une maman qui, au moment où elle était interrogée, avait une quarantaine d'années, et elle explique donc
comment dans sa propre famille, ses parents, ses grands-parents parlaient très bien le tahitien, mais à elle, ils s'adressaient systématiquement en français. Et ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'elle explique qu'elle continue à apprendre à lire et écrire à l'école du dimanche. Donc on va regarder le témoignage rapidement. Quand j'ai commencé à parler, c'était en français. J'étais entouré de mes parents qui parlaient en tahitien, mais à nous, ils nous ont toujours parlé en français. Mais j'ai toujours entendu du tahitien. J'ai appris, j'étais protestante, mes parents étaient protestants très pratiquants. J'ai grandi à la lecture et à l'écriture du tahitien à l'école du dimanche, donc c'est le catéchisme. Mais je ne parlais pas, mais je comprenais très 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 bien et j'écrivais très 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 bien. Mon papa parlait très bien français, ma maman Koussy-Koussa et mes grands-parents français Koussy-Koussa. Mon papa, il a travaillé au CEP et il lisait énormément, il lisait beaucoup, il a côtoyé beaucoup de métros. Avant, tu ne parlais pas en tahitien, il fallait parler français à l'école. L'école, c'est le français. Mon papa, il nous poussait à l'école, il nous parlait en français. Dans l'optique qu'on travaille bien en français, il s'adressait à nous exclusivement en français, sauf quand il était fâché, rire. Là, c'était en tahitien. Donc, on a cette bascule avec cette génération des parents qui continuent à entendre parler autour d'eux, mais qui ne sont plus sollicités pour parler en tahitien. Et cette génération, à son tour, n'est pas en mesure de transmettre le tahitien à leurs propres enfants, puisqu'ils ont une compétence en compréhension de la langue, mais plus en production. Et donc, on en vient à la situation contemporaine où vous avez aujourd'hui, alors c'est une situation qui peut paraître paradoxale quand on regarde les statistiques. Aujourd'hui, vous avez 96% de la population qui déclare comprendre, parler, lire et écrire le français. Encore 71% de la population qui déclare comprendre, parler, lire et écrire une langue polynésienne. Mais si on compare ces taux de compétences déclarées au taux de pratique déclarée, on est quand même surpris par les écarts. Donc, si tu veux bien mettre la diapositive suivante. Donc ça, c'est la compétence déclarée. Vous voyez, la pratique déclarée, pour ce qui est du français, il est largement dominant dans les familles. Les langues polynésiennes sont en recul très net, avec 25% de personnes qui déclarent utiliser principalement une langue polynésienne en famille. Et si on met la diapositive suivante, vas-y, hop. Enfin, on a donc aujourd'hui les plus jeunes qui sont dans une situation où ils sont dans un environnement familial où ils entendent encore des langues polynésiennes autour d'eux, mais les adultes savent systématiquement à eux en français, avec une grande variabilité du français, puisqu'il y a des variantes de français local. Et eux-mêmes, ces enfants vont produire avec leur père, avec leur entourage, principalement en français. Donc depuis les années 80, face à cette érosion, disons, de la transmission intergénérationnelle, il y a eu plusieurs tentatives d'institutionnalisation des langues polynésiennes, d'abord du tahitien, puis des langues polynésiennes en général. On va passer rapidement sur ces dates, c'est juste pour que vous ayez quelques indications. Donc la loi d'Erickson qui était tendue à la Polynésie française, l'inscription des langues polynésiennes dans les programmes, la fixation des objectifs, la création d'une licence à l'université en 93, la création d'un CAPES de tahitien français en 97, et puis depuis 2004 un déploiement de sites bilingues avec un enseignement renforcé de 5 heures de langue polynésienne. En 2018, la création de l'agrégation des langues de France avec une option tahitien, où il y a déjà eu 2 sessions consacrées au tahitien en 2020 et en 2023. Et puis depuis 2019, le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, avec les classes bilingues à parité horaire, qui se déploient en 2024 dans 19 établissements. Donc il y a d'autres dates qu'on peut citer, en particulier en 2020 l'ouverture de l'enseignement de spécialité langue régionale tahitien au lycée, des campagnes d'habilitation pour des enseignants qui sont enseignants d'autres disciplines, ce qu'on appelle les DNL, donc en mathématiques, en physique, en histoire, qui peuvent désormais, lorsqu'ils sont locuteurs de tahitien, passer une habilitation pour pouvoir enseigner ces disciplines dans le second degré en tahitien. Et puis en 2022, vous avez une loi qui a été votée au niveau du pays qui consolide les dispositifs bilingues et un cadre aujourd'hui en 2024 qui est le Conseil pour l'enseignement des langues, qui est une sorte d'outil de pilotage de cet enseignement. Vous pourrez revenir si vous le souhaitez dans la discussion, mais ce sont les aspects plus institutionnels.
je passe la parole à Samantha. Moi, je vais poursuivre dans la continuité de l'intervention de Jacques. Merci beaucoup. Et faire un petit focus un petit peu sur le contexte dans lequel est mis en place ces sites bilingues à parité horaire et faire un petit point sur la politique éducative qui est ici en Polynésie française volontariste. On a une forte volonté politique pour mettre en place, pour développer l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, mais aussi l'enseignement plurilingue et donc l'anglais et dans le second degré le chinois. Alors au lendemain des premiers résultats des programmes École-Pomme et Réo-Citoyen qui ont fait l'objet d'études spécifiques, il y a eu plusieurs tentatives de déploiement de l'enseignement des langues polynésiennes à raison de 5 heures d'enseignement par semaine sur des semaines de 27 heures au total à l'école primaire uniquement. Et pour accompagner ce déploiement de 5 heures d'enseignement en langue polynésienne, on a mis en place des enseignants animateurs. Donc, ce sont des enseignants qui sont chargés de former et d'accompagner les enseignants du primaire dans le cadre de la mise en œuvre de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française, qui est un territoire archipélagique où le désenclavement reste du coup un défi à relever. En 2018-2019, l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Ernest Marchal de l'époque, aux côtés du ministère de l'Éducation, a souhaité pousser un petit peu la réflexion pour que ces sites de 5 heures soient vraiment mis en œuvre de manière effective. Et ils se sont lancés dans l'idée de mettre en place des sites bilingues français langue polynésienne à parité horaire dès 2018-2019. Et pour cela, ils sont approchés le terrain et donc du ministère, puis par le biais de la DG2E et plus particulièrement par le biais d'un inspecteur qui était en charge de ce dossier de la promotion de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes. Ils se sont rapprochés des écoles cibles auxquelles ils ont pensé, des enseignants, des équipes éducatives de ces écoles, des familles et des communes, puisque les écoles primaires, tout ce qui concerne les bâtis, etc., sont aussi gérés par les communes. Juste après, en 2019-2020, le ministère de l'Éducation de l'époque a lancé les premiers sites bilingues à parité horaire français langue polynésienne et pour accompagner cette mise en place, a mis en place ce qu'on a appelé un comité de pilotage qui regroupe les acteurs du terrain, mais aussi des experts, comme nos universitaires, les académies des langues polynésiennes. Et pour mettre en place ces premières expérimentations, une semaine de formation pour les enseignants et les équipes pédagogiques de ces écoles cibles, il y en avait 3 au départ, ont été mises en place, avec bien sûr un accompagnement de proximité dans la continuité de la semaine de formation qui a été dédiée et qui a été destinée aux enseignants. En 2020-2021, on a quelques premiers retours et parmi ces retours, on constate que les enseignants ont besoin d'une aide supplémentaires, complémentaires aux enseignements qu'ils dispensent en classe. Et c'est ainsi que l'on met en place en 2020-2021 le dispositif qu'on a appelé référent culturel. Un dispositif au fait qui consiste à mettre des moyens supplémentaires dans les écoles pour mettre en place des ateliers culturels qui favorisent du coup l'exposition aux langues à l'intérieur de l'école. Donc, c'est un dispositif qui se poursuit encore aujourd'hui. On peut avancer, voilà. Plus tard, Jacques l'a dit tout à l'heure, nous avons introduit dans la loi du pays l'enseignement des langues, l'enseignement bilingue à parité horaire. Et de cette loi du pays ont découlé 2 arrêtés d'application. Le premier, je commence par le dernier, il s'agit d'un arrêté au fait qui valorise et qui institutionnalise la mise en place d'un conseil
pour l'enseignement des langues et de la culture polynésienne. Donc, on est passé d'un comité de pilotage à un conseil pour l'enseignement des langues et de la culture polynésienne qui regroupe ici les acteurs du terrain, les universitaires, les chercheurs, les académies de la langue des langues polynésiennes et qui sont consultés pour l'implantation des sites et des sites bilingues à parité horaire sur l'ensemble de la Polynésie française avec un programme pluriannuel. Il donne aussi un avis, ce fameux conseil, sur la manière dont on pense ou dont on envisage le déploiement de l'enseignement bilingue à parité horaire, mais pas que. Il se pose aussi sur des questions de mise en œuvre effective des heures qui sont inscrites au programme de l'école primaire. Donc, à l'école primaire, on avait jusqu'à cette année 2h40 d'enseignement hebdomadaire. Cette année, le ministre de l'Éducation a décidé de passer à 3 heures hebdomadaires de langue polynésienne pour les écoles lambda. À côté de cet arrêté qui institutionnalise les sites bilingues à parité horaire, on l'écrit très clairement dans la loi du pays. Et donc, on est passé d'un caractère expérimental à une mise en œuvre que l'on déploie progressivement en fonction de l'avis du Conseil pour les langues, mais aussi en fonction des avis des acteurs comme la commune, l'inspecteur de l'éducation nationale et les équipes pédagogiques. Donc, 2 arrêtés d'application qui marquent fortement la politique éducative du pays, puisque dans cet arrêté, il est clairement indiqué que le français et les langues polynésiennes sont des langues d'enseignement. Et ça apporte une valeur ajoutée à nos travaux et aussi à l'enseignement des langues et cultures polynésiennes. En 2023, le ministre actuel, M. Terry Paya, remet en place le pôle des langues et cultures polynésiennes et de l'enseignement plurilingue. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il est implanté au sein de la Direction générale de l'éducation et des enseignements qui a pour mission de déployer la politique éducative du pays. Et en ce qui nous concerne, ce pôle centralise l'ensemble des actions qui sont menées en faveur de l'enseignement des langues polynésiennes, certes, mais aussi de l'anglais et donc de l'enseignement plurilingue dans le premier degré. Toujours en 2023, dès que ce pôle a été remis au goût du jour, on a décidé de changer un petit peu le statut, enfin pas le statut, mais la dénomination des enseignants animateurs qui existaient déjà, et on les a appelés des enseignants référents pour l'enseignement des langues et cultures polynésiennes pour valoriser leur travail et leur action sur le terrain. Et dès que ce pôle a été remis en place, l'inspecteur de l'éducation nationale actuel en charge de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes et de l'enseignement plurilingue a mis en place avec son équipe un plan d'action territorial pluriannuel de 2023 à 2026 en précisant des objectifs opérationnels et des actions pour améliorer l'enseignement des langues dans les sites, on va dire, normaux, c'est-à-dire avec 3 heures d'enseignement de langue polynésienne, mais aussi pour améliorer l'enseignement bilingue à parité horaire. Et cette même année, nous avons lancé officiellement le programme de recherche en lien avec l'Université de la Polynésie française et le CREN, un programme donc qui va aller jusqu'en 2026. Depuis cette rentrée scolaire chez nous qui a commencé en août 2024, nous sommes passés de 2h40 dans le premier degré d'enseignement en langue polynésienne par semaine à 3 heures. C'est une volonté du ministre de l'Éducation. Voilà un petit peu quelques dates importantes. On peut passer à la prochaine diapo, Isabelle. Voilà. Ici, juste une petite cartographie en haut de l'écran qui met
en lumière tous les sites bilingues à parité horaire qui sont répartis sur l'ensemble du territoire polynésien. Vous constaterez qu'on a des sites bilingues à parité horaire dans tous les archipels aux Marquises, au Tuamotu Gambier, aux Australes, à Tahiti et Moorea et aux îles sous le vent. Et donc, toutes les langues polynésiennes sont concernées par les sites bilingues à parité horaire. J'ai fait apparaître aussi un autre dispositif qui est aussi mis en place à partir de 2020. Il s'agit de l'enseignement en anglais renforcé. Donc, vous voyez, si on avance dans l'enseignement à parité horaire bilingue français langue polynésienne, on réfléchit aussi à la mise en place d'un dispositif en faveur de l'anglais et donc de l'enseignement plurilingue. En bas, je vous mets juste un petit schéma qui montre l'évolution du nombre d'élèves participants, qui sont inscrits dans les sites bilingues à parité horaire. Donc en 2019-2020, on commence avec 311 élèves, dont 2 écoles, Maatea et Tiva, qui sont des écoles primaires, et un centre des jeunes adolescents qui est un dispositif spécifique chez nous et qui accueille en général les élèves à partir de l'âge de 13 ans et qui bénéficie d'un enseignement professionnel et d'un enseignement généralisé. Petit à petit, des écoles ou des CJA intègrent, s'inscrivent en tout cas dans la démarche des sites bilingues à parité horaire, sachant que on leur donne la possibilité à ces équipes de s'inscrire progressivement dans la parité horaire. Parce qu'au fait, on a des enseignants en insécurité linguistique qui ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec cet enseignement. Et donc, c'est vraiment progressif. Ainsi, il arrive que dans une école primaire, les collègues du cycle 1 de la maternelle vont d'abord, eux, se lancer dans l'expérimentation, dans la mise en place, de 5 heures, et puis progressivement monter jusqu'à la parité horaire. Et l'année 2, on intègre le cycle 2, l'année 3, le cycle 3. Donc, on laisse la liberté aux équipes pédagogiques d'organiser la mise en œuvre de cette parité horaire en fonction des besoins ou en fonction, en fait, des ressources qu'ils disposent au sein de l'école. Aujourd'hui, en fin d'année scolaire dernière, on est donc passé à 2451 élèves de la maternelle au primaire et donc au CM2. On peut avancer. Alors, un petit focus peut-être qui nous semble intéressant ici de partager avec vous. Vous avez dans ce tableau à gauche les écoles qui sont inscrits dans la dynamique d'un enseignement bilingue à parité horaire, avec des précisions sur le nombre d'heures en langue polynésienne par cycle. Alors, vous constaterez dans la colonne du cycle 1 que la majorité des équipes ont atteint la parité horaire et donc sont à environ 13 heures et demie d'enseignement en langue polynésienne par semaine. Des sites sont en train de monter progressivement comme Hau et Rikitea qui arrivent à 10 heures. Au cycle 2, les choses s'installent progressivement sur certains sites, mais d'autres sites ont déjà atteint la parité horaire. Et au cycle 3, les choses se mettent en place pour certains sites, comme à Rurutu par exemple, puisqu'ils n'ont décidé d'intégrer la parité horaire qu'à partir de cette année. Donc on a vraiment, encore une fois, en fonction des sites, une organisation qui diffère en fonction des ressources dont on dispose au sein des écoles. Et à droite, je mets en évidence les créneaux horaires qu'ils arrivent à mettre de manière effective dans les centres des jeunes adolescents. Et vous constatez que cela varie entre 1h05 à Huahine et 13h à Paea. Alors, cela peut s'expliquer par l'entrée dans le dispositif à parité horaire
plus récemment pour Huahine. PAEA a déjà commencé et au fait au CJA, contrairement à l'école primaire, on n'a pas 3 heures de langue polynésienne, mais 1h15 ou 2 heures. On laisse encore une fois la liberté pédagogique aux enseignants d'organiser les enseignements en conséquence. Et ils sont dans la dynamique d'augmenter les créneaux horaires au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences au fait qu'ils mettent en place dans les classes. Toujours concernant les retours des enseignants, on a pu mener une petite enquête auprès des équipes. Alors même si c'est du déclaratif, on a toujours des choses très intéressantes et je fais un focus ici sur un point qui concerne la formation continue des enseignants. Suite aux remontées du terrain et notamment aux difficultés qui sont remontées jusqu'au ministère de l'Éducation, on a lancé depuis août 2024, donc cette année scolaire, 3 types de formations. La première, c'est celle qui est à gauche et est ce qu'on appelle la formation sectorielle, parce qu'il s'agit ici d'une formation qui regrouperait les enseignants, des enseignants des sites bilingues à parité horaire. Et cette formation sectorielle, elle est envisagée pour les enseignants des sites bilingues et autant que possible, on y associera les collègues du collège et donc des enseignants dont la spécialité est d'enseigner les langues polynésiennes, mais ils enseignent aussi les lettres. Et l'idée, au fait, c'est de revenir sur une analyse de pratique parce que c'est vraiment ce qui est ressorti des besoins qui émanent du terrain. Et donc, cette formation sectorielle va d'abord concerner les écoles de Tahiti et Moorea parce que vous imaginez bien que pour faire venir des enseignants sur Tahiti ou pour déplacer des formateurs dans les archipels éloignés, la formation peut coûter très cher et cette formation sectorielle nous permettra de penser et de concevoir des formations de type hybride pour atteindre notamment les archipels les plus éloignés. On poursuit bien évidemment la formation continue Langda via le programme académique de formation qui est piloté par la DG2E. Et cette formation continue concerne les enseignants qui sont dans des écoles qui mettent en œuvre un enseignement à raison de 2h30 voire 3 heures d'enseignement de langue polynésienne pour qu'on reste équilibré en termes de formation continue parce que au début du lancement de l'expérimentation, on a accordé beaucoup de temps au site bilingue à parité horaire. Donc on essaie de rééquilibrer les choses pour que tous les enseignants, en tout cas un maximum d'enseignants d'école primaire, soient concernés par la formation continue. Et puis, le dernier type de dispositif de formation que nous avons mis en place cette année concerne ce qu'on a appelé la formation massée. C'est une décision forte du ministre de l'Éducation actuel qui a souhaité mettre en place une formation de 7 semaines à destination des enseignants en insécurité linguistique et que nous accueillons donc en immersion totale avec des temps de formation linguistique, didactique et pédagogique, mais aussi des temps en lien avec des associations culturelles pour développer les compétences culturelles des équipes pédagogiques. Donc, 3 types de formations sur des temps différents, avec des publics différents, pour repenser un petit peu les contenus de formation que nous souhaitons déployer progressivement pour améliorer l'enseignement des langues polynésiennes, mais aussi l'enseignement plurilingue, puisque dans chacune de ces formations, depuis quelques années déjà, on va dire 4 ans, on intègre de plus en plus des contenus qui mettent en lumière l'enseignement ou la pédagogie plurilingue, l'enseignement bilingue. Voilà en gros le contexte et de la politique éducative mise en œuvre en Polynésie française et qui accueille ce programme de recherche que va poursuivre Isabelle. Merci Samantha. Donc je prends la suite. Je vais essayer d'être un petit peu
courte, sachant que dans les présentations qui vont suivre, on va un petit peu beaucoup plus détailler le cadre méthodologique de notre travail. Juste donner le cadre. Alors déjà, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec les collègues de Polynésie française, et c'est vraiment, on va dire, une longue histoire. Les travaux réalisés avec Jacques Vernodon, à l'époque Miro Spaya, Ernest Marchal, inspecteur, Samantha aussi. Donc voilà. Le cadre général, c'est donc cette demande qui a été faite d'accompagner ce programme dispositif bilingue à parité horaire. C'est porté bien sûr par Jacques, avec bien sûr la demande du ministère de l'Éducation de la Polynésie française, et puis bien sûr la chargée de projet est Samantha. La commande a été claire pour nous, c'était d'accompagner, alors avec une évaluation extérieure, bien sûr qu'il y a aussi un travail de l'intérieur, comme Samantha l'a démontré, et puis en plus il y a une enquête aussi sociolinguistique qui est proposée par Marie Salin, mais nous l'idée c'était d'évaluer l'impact de ce dispositif bilingue à parité horaire sur des dimensions qui sont des dimensions linguistiques, langagières, linguistique au niveau des langues, au niveau de l'acquisition des langues polynésiennes, du français, mais aussi ce que j'appelle les effets de transfert interlangue, en quoi travailler le français va aider à travailler les langues polynésiennes, et inversement, c'est là où on nous attend, en quoi travailler les langues polynésiennes permettent de favoriser l'apprentissage du français. Les évaluations aussi au niveau des programmes, les programmes fondamentaux plutôt français et mathématiques, et puis je dirais des compétences qui sont attendues pour l'école du 21e siècle. On n'attend plus qu'un élève soit académiquement performant. Il faut aussi qu'il trouve du plaisir aussi à l'école. C'est lié à la question du bien-être à l'école qui a été soulevée hier, notamment par la CARDI. Ça devient une thématique très très forte. Alors là, ça sera Camille et Charlotte vont vous préciser les définitions, mais ça sera une partie de ce bien-être qui s'appelle la satisfaction de vie. Et puis on attend aussi que nos élèves soient créatifs, ce soit les créateurs de demain, et donc la pensée créative qui sera aussi présentée. Et puis tout ça, on sait très bien que ça peut varier en fonction des pratiques linguistiques familiales. Depuis très longtemps, on montre bien que les familles ont un rôle à jouer dans la transmission des langues et la non-transmission des langues. Et donc, en fonction des pratiques linguistiques familiales, mais aussi de leur représentation du bilinguisme ou du plurilinguisme. Donc du coup, on l'a présenté rapidement cette équipe nantaise, juste pour dire que Jacques-Henri Guignard et Anne-Pascale Crèvecoeur sont plutôt spécialisés autour de la créativité et le bilinguisme, que Charlotte Coudronnière et Camille Maud sont plutôt du côté du bien-être, de la satisfaction de vie. Moi, je suis plutôt sur les aspects linguistiques. Et le tout, bien sûr, c'est de voir non seulement comment le dispositif bilingue à parité horaire peut améliorer ses compétences ses habiletés, mais aussi comment ça se joue avec les familles, avec leur représentation et leur pratique linguistique familiale. Et puis, est-ce que comment s'articulent aussi tous ces éléments. Par exemple, on a dans la recherche scientifique, on ne sait pas trop ce qui se passe par rapport à la créativité et le bilinguisme. On sait qu'on n'a pas des résultats, un consensus au niveau des effets positifs du bilinguisme, par exemple sur la créativité. Donc ça nous permet aussi de tester nos travaux de recherche. Alors, on ne pourrait pas travailler sans les évaluateurs et les superviseurs qui ont un rôle essentiel dans ce dispositif, puisque, comme vous allez le voir tout de suite après, on crée des outils bilingues et il faut les créer. Nous-mêmes, on n'est pas locuteurs de toutes les langues, et donc et puis aussi, il faut créer les outils, mais aussi il faut que des personnes évaluent les enfants en langue polynésienne, et on est beaucoup plus impliqué dans ce type de recueil
recueil de données quand on a soi-même créé les outils. Donc on a accompagné ces équipes-là, mais sans eux, on ne peut rien faire. Et bien sûr, ces 18 évaluateurs et 4 superviseurs sont accompagnés par le ministère de l'Éducation et notamment par une conseillère technique et un chargé de mission. Alors, comment on procède? Il faut faire des choix. Il y a 7 langues, nous dit Jacques. Nous, on a travaillé sur 3 langues polynésiennes. On avait voulu... on a déjà des travaux antérieurs qui étaient plutôt axés sur le tahitien. On a voulu vraiment étendre à d'autres langues, le marquisien et le rouroutou, qui sont des langues beaucoup moins étudiées, notamment dans nos travaux antérieurs. Et puis on a ciblé l'entrée dans l'acquisition, dans les apprentissages fondamentaux, plutôt le CP, CE1, CE2, avec 3 années scolaires qui sont proposées de 2023 à 2026, mais aussi 3 cohortes d'élèves que vous voyez en bas, c'est-à-dire l'idée c'est de faire un suivi longitudinal, et on verra que c'est important de le faire dans les résultats, et surtout on veut, comme on est dans une approche plutôt quantitative, avoir suffisamment d'élèves par cohorte pour pouvoir appliquer des traitements statistiques. Et puis, aussi, l'idée, c'est de voir si, en fonction des cohortes, le début de l'entrée dans des dispositifs, on peut avoir des différences chez les élèves. Alors, là, on propose un certain nombre d'échelles, de questionnaires, d'épreuves qui sont proposées à plusieurs moments. Donc, en début d'année, en fin d'année, à certains moments, mais c'est toujours des sessions de 30 minutes par élève. Donc, un élève, on le voit 3 fois 30 minutes. Et on a toujours recours à un groupe contrôle, c'est-à-dire des élèves qui ne participent pas au dispositif bilingue à parité horaire, mais qui peuvent recevoir 2h40, 5h, selon les programmes. Donc on est toujours vigilant pour que ces classes contrôle soient comparables aux classes expérimentales sur un certain nombre d'indicateurs. Et puis bien sûr, tout ceci toutes ces données sont recueillies dans le cadre du code de déontologie des psychologues. J'ai oublié de dire qu'on était des psychologues du développement. Et donc, avec tout ce qui est confidentialité, notre travail est passé à la moulinette du comité d'éthique et de déontologie de l'intégrité scientifique de Nantes Université. Et donc, avec toute cette approche des élèves qui est bien cadrée. Alors, juste pour aller vite, et ensuite on ira dans chaque présentation présenter plus en détail les épreuves. Donc, on fonctionne avec des enquêtes auprès des familles qui permettent de recueillir des indices sociodémographiques, mais aussi les pratiques linguistiques parentales, les représentations du bilinguisme et notamment de l'introduction de leur langue familiale à l'école, des enquêtes du côté des enfants, et c'est pas souvent qu'on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, du bilinguisme, de qu'est-ce qui se fait à la maison et autres. Des épreuves de langage oral bilingue, donc en français et en langue polynésienne, et du langage écrit, puisque ce sont aussi les indicateurs de maîtrise de l'écrit. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais les épreuves aussi d'évaluation nationale qui sont proposées en français et en mathématiques. Et puis, des épreuves de créativité, on vous présentera ça plus en détail, et puis une échelle de satisfaction de vie. Alors, juste pour terminer, le principe, c'est quand même de construction des épreuves, c'est qu'on utilise des épreuves qui ont été validées dans la recherche scientifique, dont on revérifie des indicateurs psychométriques, puisqu'on les crée en langue polynésienne. On a on a cherché, puisqu'il fallait pas faire des gros protocoles, des épreuves qui soient adaptées pour les élèves de CP, donc il a fallu faire des choix, et surtout qui soient utilisables en longitudinal en CE1, en CE2, avec des consignes et des formats de présentation simples, puisque nous n'avons pas d'étudiants en psychologie en Polynésie qui pourraient, par exemple, proposer des tests plus standardisés. Donc il fallait vraiment qu'on sélectionne des outils relativement simples dans la passation des épreuves, avec bien sûr une cotation simplifiée des réponses. Et donc pour terminer, donc pour cette-là, on va vous présenter des résultats qui sont extrêmement provisoires, puisque ça démarre en 2023. On vient d'avoir juste les données du début CP et CE1 de la première cohorte et de fin CP et CE1 de cette première cohorte. Donc on va vous donner ces premiers résultats. Pour l'instant, cette étude porte sur 429 élèves, avec
Pour les Australes, donc 121 élèves, 145 élèves pour les Marquises et 163 pour Société, répartis entre le CP et le CE1 et entre les groupes contrôle et groupes expérimental. Et vous voyez l'importance quand même d'avoir plusieurs cohortes. Par exemple, pour les Marquises, nous n'avons pour l'instant que 14 élèves pour le CP groupe contrôle, donc important de poursuivre pour augmenter l'effectif pour pouvoir ensuite tirer des conclusions de nos recherches. Donc voilà pour cette première présentation. On peut passer à quelques questions? Oui. On a largement dépassé le temps de cette première présentation, très dense et très précise. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on passe à une nouvelle intervention d'Isabelle? Bonjour, Fabrice Ouachali de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'avais une question pour Samantha. Salut Samantha. Je voulais te demander les implications pour les enseignants. Tu disais tout à l'heure que c'était des enseignants animateurs qui devenaient enseignants référents. Qu'est-ce que ça a impliqué exactement, ce changement de statut? D'abord, c'était une reconnaissance professionnelle pour eux parce qu'au fait, enseignants animateurs pendant à leur début, j'ai été moi-même enseignante animateur en langue et culture polynésienne. Disons que les personnes étaient souvent prises comme des animateurs de classe, alors que ce sont aussi des formateurs. Et on n'a pas de statut spécifique avec une valorisation financière complémentaire pour valoriser le travail de réflexion qu'ils mènent en place ou d'accompagnement sur le terrain qu'ils mettent en place. Donc, on a décidé de les appeler autrement en nous appuyant sur ce qui existe pour les référents du numérique, et donc on les a appelés enseignants référents en langue et culture polynésienne. Du coup, rien que cette dénomination, en fait, ça permet de valoriser, au fait, leur travail et leurs compétences sur le terrain. Après, l'idée, c'est dans la nouvelle politique éducative que l'on souhaite mettre en place, notamment la réforme de la charte de l'éducation, que le ministre souhaite complètement réformer, c'est de trouver une désignation ou tout simplement des modalités qui vont nous permettre officiellement de valoriser, au fait, ce travail en faveur des langues et cultures polynésiennes. C'est fait pour le numérique. Pourquoi pas pour les langues? En tout cas, c'est une hypothèse de travail sur laquelle on se penche aussi. Une dernière, rapide. Bonjour, Amélie Alétru, d'Université catholique de l'Ouest. Je pense que c'est toi, Samantha, qui va pouvoir probablement répondre à la question. Moi, quand j'ai fait mon travail sur le terrain, donc qui s'est terminé en 2019, il y a eu comme un essoufflement et même peut-être un effondrement de la politique volontariste, avec même à un moment la disparition de la cellule LCP au profit d'un pôle plurilingue, avec moins de personnel rattaché au dossier. Et puis là, je vois quand même qu'il y a un essor avec une politique volontariste. Donc je voudrais savoir comment ça se fait, comment ça se joue. Est-ce que c'est qu'une histoire de personnes au pouvoir ou est-ce qu'il y a d'autres dynamiques qui se jouent? Alors, évidemment, les décisions politiques sont des facteurs importants pour développer l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, mais surtout, comme la formation continue, par exemple, on a pris le temps d'écouter et d'entendre les retours des enseignants qui se sont lancés dans l'expérimentation des sites bilingues à parité horaire, par exemple, et d'organiser des concertations interdegrés déjà, de consulter des personnes qui confirment les difficultés des enseignants et qui donc nous ont, je vais pas dire obligés, mais ça a été un facteur important pour infléchir les orientations de la politique éducative et du coup de proposer des choses nouvelles, notamment plus innovantes, pour encourager au fait les enseignants à mettre en place un enseignement des langues et cultures polynésiennes plus efficace. Il y a une grande réforme de la formation continue puisque c'est un service que j'ai dirigé avant de rejoindre le cabinet, que j'ai conçu et dirigé avant de rejoindre
le cabinet, on s'est beaucoup posé la question sur l'amélioration de la formation continue et les dispositifs innovants qui ont pu être mis en œuvre en intégrant par exemple davantage des éléments qui sont souvent apportés par Jacques Vernaudan sur la grammaire comparée. C'est d'autres manières d'aborder l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, notamment pour des enseignants en insécurité linguistique. Voilà quelques éléments de réponse.